Voilà. Voilà, quand vous voulez. On y va? Allez, on y va. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. La salle se remplit virtuellement. On est 31. Voilà, donc merci, merci à vous d'être bien à l'heure, hein, c'est important parce que le midi, le temps est toujours assez compté. Alors, donc, bienvenue dans cette web conférence sur le thème du recrutement des leaders de demain, parce qu'on vit une période à moult changements du fait des pandémies et autres mises en place de télétravail et changements d'organisation. Donc tout ça impacte bien évidemment les modes de travail dans les entreprises, les fonctionnements d'équipe et donc les recruteurs tels que les directions d'entreprise les voient dans l'avenir de leur société. Donc, c'est le thème qui va être créé aujourd'hui. Donc, pour ce webinaire que l'on mutualise entre les arts et métiers, les mines, les EM Lyon et quelques ESSEC également. Voilà, donc c'est Solène Thomas qui va animer ce webinaire. Elle se présentera plus longuement dans quelques minutes. Donc, ce que je voulais dire au préalable, c'est que le webinaire va être enregistré. Donc, vous recevrez le replay après. Donc, Solène a quelques, je dirais, préceptes, concepts à nous donner au départ. Donc, je vous propose qu'on coupe les micros pendant cette partie-là. Si vous avez des questions, si vous souhaitez rebondir, témoigner, voilà, n'hésitez pas à le faire dans le chat et je relayerai vos questions, témoignages à Solène. Voilà, une dizaine de minutes avant la fin pour que ce soit un petit peu interactif. On essaiera de vous donner la parole pour que vous puissiez interagir en direct si vous avez quelque chose à partager ou un point plus précis que vous souhaitez approfondir. Voilà, en tout état de cause, on terminera à 14 heures au plus tard, de façon à ce que vous puissiez retourner à vos activités habituelles. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Je vais passer la parole à Solène maintenant. Et si vous pouvez couper vos micros, ça serait parfait. Comme ça, on n'aura pas de crachouillis divers. Voilà, c'est à toi, Solène. Merci, Michel. Avant de me présenter et d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous proposer de répondre à une question simple. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là, ici, sur ce webinaire? Avec quoi vous venez? Est-ce que vous avez une question parce que vous êtes manager, dirigeant, recruteur? Est-ce que vous avez une question parce que vous-même, vous êtes en transition? Vous avez des compétences à développer ou à mieux valoriser? Par simple curiosité, parce que vous ne loupez aucun webinaire de l'association. Voilà, qu'est-ce qui anime votre présence à ce webinaire? Alors que vous pourriez avoir 1000 autres choses à faire, vous êtes présent et nous en vous remercions. Qu'est-ce qui nous vaut votre présence? Je propose de répondre en, voilà, un mot, une phrase. D'accord. Donc, en transition ou en recrutement à venir de talents, curieux et en transition, en préparation de transition vers l'entrepreneuriat, transition. Beaucoup de transitionneurs en recrutement et en transition. Je cherche plus d'humanité chez les humains. Bienvenue. Recherche d'emploi curieux, conduire des changements avec de jeunes embauchés, les conserver. OK, curieuse. OK, transition, recrutement de talents humains. OK, en productivité, pour mieux correspondre à la demande. Okay. Besoin massif en recrutement et difficulté à recruter, curiosité, que veulent les nouveaux talents, recrutement, super. Merci à vous. Donc, je vois 3 niveaux logiques qui apparaissent là dans vos besoins. D'abord, des personnes qui sont en transition,
Donc, comment on trouve un job qui nous correspond, comment on se met en valeur, comment on va vers des territoires d'entreprises qui nous conviennent. Un deuxième axe autour du recrutement. Je suis en position de recruter, je dois recruter massivement, je dois conserver des talents. Comment je fais dans un marché très volatile? Un troisième niveau logique, des personnes juste curieuses et désireuses de mettre plus d'humanité dans le monde du travail. On essaiera aussi de répondre à ces trois niveaux logiques. Et pour commencer, je vous ferai interagir en fait tout au long. Michel proposait des interactions au bout de course, mais en fait, on va vraiment avoir un échange vivant ensemble. J'ai une autre question à vous poser. Moi, je témoigne souvent en étant vraiment en relation avec le public. Alors, en visio, c'est plus difficile, mais on va essayer d'être vraiment ensemble. J'aimerais d'abord savoir comment vous vous sentez là, ici, maintenant. Quel est votre sentiment, émotion dans votre vie ou face au monde, peu importe. Avec quoi vous êtes en présence plus intérieurement. Et Michel et Nathalie, vous avez le droit de jouer avec nous. Voilà, comment on se sent ici maintenant? On vient parce qu'on est recruteur, en transition ou curieux. Comment on se sent là aujourd'hui, midi 38, 28 septembre. Un petit retour sur comment on se sent. Curieux sera interrogative. Ok. D'accord, des émotions assez diverses. Ok. Pas mal de curiosité. Ok. On démarre. Moi, ma météo, je suis pleine d'énergie aujourd'hui. Je vais démarrer en me présentant quelques minutes. Moi, je fais du recrutement de cadres dirigeants et potentiels depuis 17 ans. J'ai un double cursus, école de commerce de province et licence de philosophie. J'ai toujours été entre deux mondes, le monde du business, de l'économie et le monde de la philosophie. Je suis aujourd'hui très engagée auprès d'un master de philosophie pratique à la Sorbonne. Je fais partie du comité de gestion. On met des philosophes en situation d'observer ce qui se passe dans les entreprises pour aller questionner le monde de l'entreprise. Ça, c'est le master ETIRES. J'ai monté ma propre structure de conseil en recrutement. Je suis spécialisée dans les sujets diversité, féminisation, mais aussi tous les enjeux de transformation du monde de l'entreprise qui m'amènent à travailler sur des chasses pointues dans les métiers de la R&D, de la prospective ou des dirigeants d'activités diverses, mais on cherche des personnalités. Donc voilà, deux axes, hein, féminisation, diversité. L'autre axe, c'est tous les nouveaux métiers, nouvelle gouvernance. Et parallèlement à ce monde de l'éducation et du recrutement de cadres dirigeants, je porte un mouvement culturel qui s'appelle Éclore, qui est une communauté qu'on appelle en sociologie de créatifs culturels, des personnes hypersensibles, socio-perceptives, qui ne se reconnaissent pas dans les normes de société et qui sont soit marginalisées, soit complètement dans le système, mais à réinventer des pratiques, des filières, des métiers. Donc ça, c'est la communauté Éclore. Et on organise des événements inspirants pour parvenir à œuvrer au quotidien, au cœur des organisations, à partir d'un autre endroit. On ne transformera pas nos systèmes en agissant comme ont fait nos parents ou nos grands-parents. Donc, il convient de revoir notre mode cognitif, notre mode affectif, et c'est aussi ce dont nous allons parler par rapport au recrutement de nouveaux leaders. Les leaders de demain et les managers de demain ne sont pas ceux d'hier et encore moins d'avant-hier. Ça peut être on peut avoir des CV proches de ceux d'avant, mais la manière d'être, la manière d'entrer en relation est radicalement différente. J'aimerais là ici vous parler d'un philosophe qui s'appelle Hartmut Rosa. Si vous connaissez Hartmut Rosa et ses travaux sur l'accélération du temps et la résonance, je veux bien que vous l'écriviez dans le fil de discussion. Hartmut Rosa est un philosophe qui s'est intéressé à l'accélération de notre époque et qui a constaté, comme beaucoup d'entre nous, que tout s'accélère, tout va plus vite. Il faut produire toujours plus d'informations et on en perd notre GPS, on en perd notre boussole. Et il allait chercher une réponse à cette accélération de l'époque. Et la réponse qu'il formule, c'est arriver à retrouver de la résonance.
être en résonance. Être en résonance, c'est inventer une nouvelle relation à soi, une nouvelle relation à l'autre, une nouvelle relation au monde, savoir être en contemplation, et une nouvelle relation à ce qu'il appelle la verticalité, donc peut-être des enjeux plus spirituels. Et cette qualité de résonance est au cœur de la transformation de notre époque. C'est-à-dire que si on veut retrouver du sens au quotidien, il convient d'apprendre à respirer, à lâcher prise mentalement et à entrer dans de nouvelles qualités relationnelles. On passe d'un monde de l'ego, que vous voyez à gauche sur la petite image. Le monde de l'ego, c'est le monde, on n'est pas en résonance, on est dans le raisonnement, on est dans la maîtrise, les choses sont processées, organisées, structurées de manière hiérarchique. L'homme est pensé comme au centre de notre modèle de société. On parle de l'ère de l'anthropocène, qui est un nouveau temps qui a démarré il y a quelques, on va dire qui a démarré il y a deux siècles avec l'âge vraiment industriel, 3 siècles même, où l'homme se pense comme maître du monde. Et il suffit de comprendre pour organiser les choses, organiser l'exploitation des ressources de la terre, l'exploitation des ressources humaines. Et on est à une époque où les choses se planifient, s'organisent, sont maîtrisées. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette ère de la maîtrise, on est dans l'ère du VUCA. Qui se souvient de l'acronyme VUCA? Je crois qu'il était dans notre petit texte de présentation. C'est quoi cet acronyme? Chaque lettre représente une caractéristique de notre époque. Le V, c'est quoi le V de VUCA, vulnérable? Le U de VUCA, incertain, bravo. Le C, bravo. Et le A, ambigu, ambivalent, bravo. Ambigu et ambivalent, ce n'est pas la même chose. Une amie philosophe me le rappelait récemment. L'ambiguïté, c'est retort. Dans l'ambiguïté, il y a quelque chose qui n'est pas net. Dans l'ambivalence, c'est lorsqu'une donnée a 2 valeurs en même temps, qui peuvent être équivalentes même. Il y a une ambivalence. C'est valable et pas valable à la fois. Donc, ambigu, ambivalence, c'est un petit peu différent. VUCA, c'est plutôt l'ambiguïté en anglais, mais en fait, la traduction française, on dirait quand même ambivalence. Un monde ambivalent, c'est plus ce qui est vrai, ce qui est faux, grande complexité. Donc, on n'est plus dans un monde où les choses se maîtrisent et se planifient. Je vous mets au défi de rencontrer un DRH, un dirigeant ou vous-même, de pouvoir prédire ce qui va se passer. L'avenir est particulièrement incertain. Quand l'avenir est incertain, l'outil qui permet de se piloter, de piloter des équipes, de piloter des collectifs, ce n'est plus simplement l'outil mental qu'on connaît tous, grâce auquel on apprend, on connaît, on mémorise, on analyse, on décortique. Le mental divise le réel pour mieux le saisir. Et on a besoin de cet outil mental, évidemment, pour planifier et avoir des stratégies. Mais cet outil mental aujourd'hui ne suffit pas dans un monde VUCA. Il y a besoin de s'ouvrir à un autre mode d'intelligence qui est propre à l'art de la résonance, auquel nous invite Hartmut Rosa, pour une nouvelle civilisation et que cette époque d'une vraie lumière éclate pleinement, civilisation de la vie, de l'économie de la vie. On doit apprendre à faire avec un nouveau modèle qui n'est pas que cognitif, mais qui est aussi, qu'est-ce qui entre en résonance comme organe? Quand on est en résonance avec quelqu'un ou avec une situation, ce n'est pas que la tête, c'est le cœur. Voilà. La tête nous aide à être dans le raisonnement et nous avons besoin de raisonnement logique. Mais le monde a une forme d'illogisme actuellement. On perd la logique des choses. Et c'est une invitation à ne plus piloter les entreprises, les institutions, les équipes ou même notre propre vie comme on le faisait avant. Parce qu'on ne peut tout simplement plus utiliser le seul GPS de la tête. Donc, on doit s'ouvrir à un autre GPS qui est le cœur, mais qui n'est pas le cœur en tant qu'émotivité. C'est plutôt le cœur pour les bouddhistes, le cœur est l'organe de l'âme. C'est là où siège notre être profond.
Et donc, c'est pas mal de dirigeants qui sont dans des logiques d'initiation, de leadership éclairé, parlent de awareness. Frédéric Laloux, dans son ouvrage Reinventing Organization, parle d'awareness. Hein. C'est conscience intime des choses, conscience, une présence. Et on est à cette époque où il ne s'agit pas de savoir, il s'agit aussi de sentir. Hein. On parle de compétences en socio-perceptivité, une capacité à percevoir ce qui se passe dans un groupe humain. Il y a des travaux aussi. Alors, c'est un sociologue qui s'appelle De Vulpin qui a écrit Éloge de la métamorphose. Alain de Vulipian, voilà, c'est ça, Alain de Vulipian. Éloge de la métamorphose, comment notre société se métamorphose pour s'enrichir de nouvelles intelligences et qui sont aussi dans une nouvelle connexion à soi et à l'autre. Alors, ce matin, j'ai rencontré un dirigeant, un directeur industriel et une DRH en transition. Et je leur ai dit, je fais un webinaire à midi. Et pour vous, quelles sont les nouvelles compétences des managers et des dirigeants? Et les trois ont eu une réponse commune. Donc ça m'a interpellée. Ils m'ont dit, la nouvelle compétence à avoir, c'est la connaissance de soi. C'est être en capacité de se connaître et de ne pas infliger aux autres nos humeurs, nos émotions, nos jeux d'ego. Donc, c'est une connaissance de soi pour une meilleure capacité à gérer la relation humaine. Donc, ils m'ont parlé aussi de nouvelles aptitudes relationnelles. Le passage d'une société de l'ego à une société de l'écho nous invite à d'autres relations. Là, je vais faire appel à votre discernement. Qu'est-ce qui caractérise une société d'ego dans les rapports humains? On peut l'imaginer avec cette pyramide. Voilà. Qu'est-ce qui caractérise cette pyramide? Le pouvoir, la hiérarchie. Et encore un autre mot très lié à tout ça, la domination. Voilà. Domination, séparation, dualité. Superbe. Donner des ordres. On est dans des relations de domination où certaines personnes ont une autorité, non pas en soi, mais en lien avec le statut qu'on leur donne. L'autorité est à double tranchant. Hein. L'autorité, autoritarisme, parce que c'est moi le chef, là on est dans l'autoritarisme. L'autorité qui est aussi un autre sens étymologique, c'est celui qui fait grandir, hein, l'autorité. Ça vient aussi de l'autorité parentale. L'autorité, celui qui fait grandir, qui a autorité parce qu'il fait grandir. Ça, c'est celle d'une société éco. La société éco n'est pas une société dénuée d'autorité, mais c'est une société où on fait autorité parce qu'on est référente sur, parce qu'on a connaissance, parce qu'on a des compétences, parce qu'on incarne une capacité à faire. Et donc, ça n'est plus un pouvoir qui nous est donné par notre statut, qui nous est donné par une organisation, mais c'est une autorité parce que nous incarnons. Et on passe bien de l'ego société de l'avoir à l'éco, une société où on est et on est en relation. Donc, il y a ce profond changement de société, mais qui est radical. On vit un moment de transformation radicale d'une société où les rapports sont hiérarchisés, codés par des statuts et par des jeux de pouvoir et d'apparence, à une société régie par des liens beaucoup plus naturels, fondés sur la connaissance de soi, le respect de l'autre et l'envie d'œuvrer ensemble. En gros, on a aujourd'hui le choix de quitter un monde du travail tripalium. Tripalium, qui est un instrument de torture, vous savez, ces pieux là, trois axes qu'on utilisait pour torturer des animaux. Un monde d'une société d'un travail qui est œuvre. Quelle contribution je veux avoir au monde? Passer de ce changement-là, c'est notre œuvre collective actuelle.
La DRH que je rencontrais ce matin me dit, vous savez, Solène, mes parents étaient médecins, j'ai une fille vétérinaire, moi je me suis retrouvée DRH de grands groupes. Eh ben, je dois vous avouer que je suis contente que ma fille, elle a un fils aussi qui est dans le cinéma, je suis contente que mes enfants ne soient pas dans l'entreprise, parce que l'entreprise va mal aujourd'hui. Et je me disais, c'est fou, elle est DRH et elle est heureuse que ses enfants ne soient pas dans l'entreprise. Eh bien, ça, c'est en train de bouger. Ça bouge doucement. Les plus grands groupes ont beaucoup de mal à bouger, mais il y a une multitude de petites structures qui sont profondément en train de réinventer la manière de travailler, la manière d'être dans des postes de responsabilité, dans des postes de management et dans des postes de dirigeants. Le commun de ces entreprises qui se réinventent et dans les entreprises dans lesquelles vous êtes peut-être certains ici ou vous souhaitez aller demain, c'est qu'elles sont sur un modèle de leadership serviteur. Et ça, je le vois dans toutes ces structures du Nouveau Monde. Le leadership serviteur, c'est un concept qui a été étudié dans les années 70 par un homme qui s'appelle Robert Greenleaf, qui est un économiste et qui a étudié cette transformation de style de management et de leadership. Il ne parlait pas à l'époque d'ego et d'éco, mais tous ses travaux portent sur cette bascule. Le leadership serviteur, c'est un leadership qu'on reconnaît à 7 critères clés. D'abord, le leader serviteur est au service. Donc, il y a une volonté de servir et non d'asservir. De servir, c'est-à-dire je suis leader parce que je fais grandir les autres. D'abord, ma volonté, c'est de faire grandir les autres. On n'est pas dans l'emprise, on est dans je fais grandir les autres et je suis dans une logique d'autonomisation des membres de mon équipe. C'est-à-dire que moins on a besoin de moi, plus j'ai réussi. Donc ça, c'est le premier critère du leadership serviteur, volonté de servir. Le deuxième, c'est des valeurs humanistes fortes. Des valeurs qu'on utilise peu dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, qui sont peu entendues. Des valeurs d'humilité, des valeurs de passion, faire ce qui est vivant, faire ce qui est vibrant. Des valeurs de compassion, de profond respect de l'altérité, de profond respect de ce qui est vivant, de profond respect de ce qui est. Troisième caractéristique, c'est que ces leaders, ils sont sans compromis sur ce qui est essentiel. Ça me renvoie à l'échange que j'avais ce matin avec un directeur des opérations industrielles. Il travaille dans une biotech qui vient de lever 100 millions d'euros. Il doit construire des usines un peu partout dans le monde. C'est une entreprise libérée, qu'on appelle aussi entreprise Opale. Ils sont aujourd'hui 30 personnes. Ils ont un management vraiment très innovant, très peu de chefs, transparence des salaires, gouvernance partagée. On peut travailler en R&D, en RH, on peut faire de la finance et de la com. On est vraiment son propre leader finalement dans la structure. Et il me disait, Solène, je ressens une tension forte dans notre business model parce qu'on est animé par une vraie aventure humaniste, qu'on a vraiment le désir ensemble de travailler radicalement différemment. Et en même temps, on vient de lever 100 millions d'euros et nos actionnaires vont vouloir qu'on se déploie très fortement, ce qui va sûrement mettre à mal notre aventure humaine. Et je suis en grande tension. Et dans notre échange, on prenait conscience ensemble que aujourd'hui, ils ont un modèle humaniste, mais un modèle économique avec des actionnaires qui veulent du profit, que là, il y a un endroit où les niveaux logiques, le niveau économique et le niveau humain sont en grande tension. À un moment, est-ce que les humains sont au service de la performance économique ou est-ce qu'on veut des modèles d'entreprise où la performance économique est au service d'une performance humaine, environnementale, sociale, hein. Ça, on est là sur les enjeux des entreprises à mission. Vous avez peut-être entendu parler de la loi Pacte aussi, qui prévoit d'agrandir la responsabilité de l'entreprise à des dimensions sociales et environnementales.
et d'intégrer cette responsabilité dans les statuts mêmes de l'entreprise. Donc, on parle vraiment d'entreprise à mission dans le sens où l'entreprise a au cœur de son modèle la responsabilité sociale et environnementale. On va de plus en plus vers ces entreprises-là. C'est pas simple, c'est compliqué. Et c'est pas parce qu'on est entreprise à mission que tout est simple, hein. On y va doucement. Alors là, c'est comment être sans compromis. Je vous parlais du 3e critère des leaders serviteurs. Nous sommes sans compromis sur notre essentiel. Et c'est une vraie question qu'il faut se poser à soi-même, comme aux entreprises. Qu'est-ce qu'on met en premier? Est-ce qu'on met en premier la rentabilité, la carrière, notre salaire? Est-ce que c'est ça qui est en premier? Et pourquoi pas? Parce que c'est important. Mais est-ce que c'est ça qui prévaut sur le reste? Ou est-ce que ce qui prévaut, c'est la contribution à quelque chose de plus grand? Aller sur des valeurs plus essentielles qui ne sont pas la profitabilité, mais les enjeux de transformation, les enjeux d'incarner ce qu'on dit, de prendre soin. Je vous parlais de cette DRH que j'ai vue ce matin, qui a eu des mandats très importants, qui est en transition, qui a travaillé dans beaucoup d'entreprises familiales avec des dirigeants charismatiques, mais aussi tyranniques. Je lui posais la question ce matin, est-ce que vous êtes prête parce que vous avez des besoins économiques importants et des envies de carrière à retourner dans ce type d'environnement? Ou est-ce que vous dites, ce que je fais primer aujourd'hui, c'est les valeurs, c'est la capacité à incarner, la capacité à prendre soin des équipes, la capacité à adresser les défis de notre époque. Et alors, OK, je consens peut-être à revoir un petit peu à la baisse mes prétentions salariales. Si j'ai pas 130 000, mais 100 000, ça me convient. Voilà, donc c'est une vraie question que je vous pose aussi. C'est quoi votre essentiel aujourd'hui? Petit benchmark de ce que j'observe sur les salaires. Donc moi, je recrute souvent. En gros, il y a du top management et là, on est au-dessus de 300 000 euros. Et j'en ai fait un peu et c'est pas l'essentiel de mes postes aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis plutôt sur des salaires à 100, 150 000. Et je travaille beaucoup pour des entreprises à mission, du non-profit, le monde éducatif, le monde de la culture. Et là, ce que j'observe, c'est que dans ces univers, ils ont besoin de profils très capés, mais ils vont pas savoir les payer 150 ou 180 000. Et donc, il y a un vrai dialogue qui opère. Et un certain nombre de collaborateurs, de dirigeants, managers, vont aller sur des postes moins rémunérés parce qu'ils ont envie de plus de sens, de plus d'incarnation, de plus d'exemplarité. Alors, on continue sur les critères du leadership serviteur. Le 4e, c'est prendre soin des relations. Un manager ou un leader au service, il prend soin des relations humaines. Dans l'ego, ce qui prime, c'est atteindre l'objectif coûte que coûte. Dans l'éco, ce qui prime, c'est la qualité des relations, faire avec le vivant, prendre soin. J'ai en tête un dirigeant d'ONG avec lequel je travaillais il y a quelques années, dont le mojo, c'était vraiment planter des arbres partout dans le monde. Et en fait, il avait tellement cet objectif chevillé au corps que dans sa structure, il pouvait y avoir de la maltraitance. C'est l'objectif. Là, l'objectif, il est plutôt sacré, hein, il n'est pas pieux. Mais en même temps, si pour atteindre cet objectif, on ne prend pas soin des relations, on se pose la question, est-ce qu'on est vraiment dans l'entreprise d'avenir? Est-ce qu'on est vraiment là où on a envie d'aller? Donc voilà, prendre soin des relations. Ensuite, un leader serviteur, il assume son pouvoir personnel, il assume son charisme, il connaît ses talents propres. Donc, le nouveau critère, c'est la souveraineté personnelle. On a une assise personnelle, on est ancré, on se connaît, on n'impose pas à l'autre. Voilà, il y a cette autorité et on ne l'utilise pas pour asservir, mais vraiment pour servir. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas cette autorité, cette souveraineté, ce charisme. Donc, on ose prendre la parole, on ose prendre du pouvoir parce qu'à un endroit, on est légitime. Ensuite, le 6e critère, c'est les convictions personnelles. Donc, on est
au service de belles causes, de nobles causes. On a des convictions, on les assume. Donc, il y a un vrai travail sur quelles sont mes causes en tant que leader, ou quand on est en position de recruter, demander aux candidats quelles sont les causes qui vous animent, quelles sont vos convictions. Pendant longtemps, on a scindé la vie professionnelle et la vie personnelle. Ça, aujourd'hui, ça a volé en éclats avec les réseaux sociaux. La nouvelle frontière n'est plus entre le pro et le perso, mais elle est entre le public et le privé. Le public, c'est comment je m'engage professionnellement dans la vie associative, dans la vie sociétale, politique peut-être. Et la vie privée, bah, c'est ce qui touche à l'intime. C'est vraiment ma vie en famille, ma sexualité, mes convictions très, très intimes que je n'ai pas à partager publiquement. Mais on voit qu'il y a eu un changement de frontière entre pro-perso et privé-public. Donc, aujourd'hui, on s'autorise à dire qui nous sommes beaucoup plus qu'avant. On s'autorise à aller au-delà de la dimension professionnelle. Et les personnes qui souhaitent recruter des talents ont la responsabilité d'aller chercher des niveaux logiques qui ne sont pas juste l'économique, les compétences recherchées, mais de partager la vision de l'entreprise, la mission, la culture de l'entreprise. De la même manière, les candidats aujourd'hui, les talents, doivent sortir d'un jeu de posture « je suis candidat » pour aller exprimer des convictions beaucoup plus personnelles. Moi, en termes de business, j'ai jamais eu autant de business qu'en exprimant profondément mes convictions, mes rêves, ce qui est vivant, ce qui est vibrant pour moi. Et aujourd'hui, je ne travaille qu'avec des dirigeants, des dirigeantes qui sont animés par des convictions proches des miennes. La semaine dernière, j'ai rencontré la patronne de la Fondation pour la Nature et l'Homme, Stéphanie Clément-Grandcourt. Elle m'a parlé des coulisses qu'a vécu la Fondation ces 2 dernières années. Vous verrez l'actualité si vous n'avez pas suivi. Le président était Nicolas Hulot. Et j'ai vu une femme profondément engagée au service de l'intérêt général, animée par des valeurs fortes qu'elle incarne vraiment. Et elle me dit, Solène, pour ce recrutement que nous allons mener ensemble, je cherche une personne avec des convictions fortes. Alors, bien sûr, dans ce cas d'école que je vous présente, on est dans une fondation, donc une fondation à une dimension d'influence des pratiques sociétales, politiques, pour aller vers plus de valeurs. Mais c'est profondément vrai dans bon nombre d'entreprises, en tout cas là où vous êtes intéressé à aller demain, les entreprises qui veulent jouer un rôle sociétal, on a des valeurs, on a des convictions. Le 7e critère du leader serviteur, c'est l'empowerment. C'est l'attention qu'on met sur les forces des candidats ou sur ses forces à soi et non pas sur les faiblesses des candidats ou ses faiblesses à soi. Si vous développez comme leader serviteur, le premier enjeu, c'est de rompre avec le besoin de se conformer aux autres, de se conformer au système. La DRH que je rencontrais ce matin qui est en transition, à un endroit, elle me dit « J'ai dirigé les RH de grands groupes, je sais faire, j'ai envie d'autre chose. » Et en même temps, dans son pitch, elle passait son temps à se conformer à ce qu'on attend d'une DRH. Et à un moment, je dis « Écoutez, qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est quoi votre désir à vous? C'est quoi vos forces à vous ?» Et c'est ça qu'on a besoin d'entendre. Si vous restez dans un discours qui se conforme, vous aurez des postes conformes, des trucs classiques et des environnements qui souvent ne sont pas dans le monde éco, mais dans le monde des égos. Si on veut aller sur d'autres terrains de jeu, des terrains de jeu où les relations sont harmonieuses et respectueuses, on doit être en capacité d'aller chercher ses forces, ses singularités et d'arrêter de regarder ce qu'on ne fait pas bien. Donc moi, dans le recrutement, la chose que je fais systématiquement, à la fois pour mes clients, pour des dirigeants, à la fois pour les candidats que je rencontre, c'est quoi vos forces? C'est quoi qui vous singularise? C'est ça que je veux voir et c'est ça dont le monde a besoin, que vos talents propres, que vos forces se mettent au service du collectif. Et pour ça, il ne faut pas chercher à être dans la conformité, mais bien à être conforme à ce qui est vivant, à ce qui a besoin de s'exprimer
en soi. J'ai parlé un petit peu longuement, je vais faire une petite pause. J'ai envie de vous entendre, un petit espace de résonance sur ce que je viens de partager. Je vais proposer à chacun, chacune de prendre 30 secondes de silence. 30 secondes de silence. On peut prendre ensemble 3 grandes respirations. Super. On peut s'étirer. S'étirer, 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 lever les bras. S'étirer, s'étirer, s'étirer. Prendre un temps pour, voilà, se connecter à son corps. Qu'est-ce qui est présent en vous? Qu'est-ce que vous pensez? Quelles sont vos questions? Quels sont vos ressentis? En gros, comment c'est pour vous là? En une phrase chacun, chacune, vous écrivez dans le fil ou vous dites à vous-même, peu importe. Comment c'est pour vous là? Quelles sont vos remarques, questions, envies, émotions, peu importe. Alors, je reformule une question d'Olivier dans le chat qui disait, pendant l'exposé sur le leader-serviteur, il y a 30 ans, on parlait déjà de pyramide hiérarchique inversée. Alors, leader-serviteur, qu'est-ce qu'il y a en plus par rapport à cette pyramide inversée? Merci pour cette question. Le leader-serviteur, il est profondément dans une logique éco. Il se met au service des autres, il se met au service des enjeux d'une époque, mais en gros, il est ni au-dessus ni en dessous. Il est avec le leader-serviteur. On le reconnaît dans sa capacité à créer d'autres leaders autour de lui. D'ailleurs, ça, c'est un très, très beau marqueur, hein. Est-ce que j'ai affaire à un leader? Vous posez la question d'entretien, combien de leaders vous avez inspiré ou vous avez fait émerger dans votre organisation? Donc, ce leader-serviteur, il n'est pas comme dans l'ego tout au-dessus, mais il n'est pas tout en dessous non plus, c'est plus une pyramide. Il est dans une logique permacole. On parle d'organisation permacole. Je vous invite à lire le livre qui est un petit peu la Bible des nouveaux leaders, qui s'appelle Reinventing Organization de Frédéric Laloux. Il doit parler de leadership, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, mais il doit parler de leadership. En tout cas, il parle beaucoup des nouvelles organisations. Il parle de leadership conscient, pas le leadership serviteur, mais c'est finalement très proche. Donc, le leader serviteur, c'est une femme ou un homme qui est vraiment conscient de ses forces, qui est inspiré par plus grand que lui, inspiré par servir le vivant et qui se met au service des autres pour les aider à trouver leur juste place, pour que chacun, chacune, on soit le propre leader déjà de sa vie. Donc, il est plutôt dans le modèle éco et il est avec, ni au-dessus, ni en dessous. D'ailleurs, la pyramide inversée, je pense que c'est bullshit. C'est-à-dire que c'est pas une question d'être au-dessous ou au-dessus. En fait, c'est comment on fait ensemble différemment. Et dans une logique, la permaculture, je ne sais pas si vous connaissez, en permaculture, donc c'est une nouvelle manière de jardiner, beaucoup plus respectueuse des besoins de la terre et de la capacité des différentes espèces de plantes de s'entraider pour grandir ensemble finalement. Donc on va mettre les plantes basilic à côté des plantes tomates parce que quand on met les deux à côté, eh ben, tomates et basilic s'épousent et s'épanouissent. Et c'est un petit peu pareil dans le monde de l'entreprise. Il y a des personnes, quand elles bossent ensemble, il se passe quelque chose, quoi. Quand on est ensemble, on peut porter des beaux projets, ça fonctionne, on sait se dire les choses, on sait se confronter dans le respect, se dire ah là, quand tu dis ça, je suis pas d'accord, ou quand tu dis ça, c'est pas juste la chanter sur dans des jeux d'ego là, c'est pas au service ça, et on se dit les choses. Donc vraiment, dans le leadership serviteur, on est tous en train de se servir les uns les autres pour se faire la courte échelle. On se fait grandir et on est dans un jardin permacole. Voilà. Et on n'est pas au-dessous, on n'est pas en dessous. Alors, dans le chat, beaucoup de remarques sur je me sens en phase avec ses valeurs, c'est rassurant.
Voilà, j'ose imaginer un monde bienveillant, enfin beaucoup d'espoir. Alors, quelques questions. Quelle est la proportion de ce mode de pensée dans les entreprises? Je dirais, alors j'ai évidemment pas la réponse, hein. Déjà, quel est le nombre d'entreprises qui fonctionnent comme ça? 5%. 5%. Et la proportion des personnes qui fonctionnent comme ça ou aimeraient fonctionner comme ça, on doit être autour de 20%. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient fonctionner comme ça, mais qui ne sont pas dans le bon système pour fonctionner comme ça. Donc, des entreprises qui vraiment ont ce mode de fonctionnement, 5%, des personnes qui fonctionnent comme ça en théorie et qui ne peuvent pas en pratique, 20%, je dirais. Ouais. Alors, une remarque de Sabrina qui dit « Ça me rappelle les 7 habits of highly effective people pour atteindre l'interdépendance ». Voilà, alors je ne connais pas les Sabrina, 7 habits. Voilà. ouais, je ne connais pas, mais Sabrina, si tu as à cœur de nous en dire un mot là, moi je ne connais pas. Si tu as envie de partager à l'écrit ou à l'oral, on peut Je vais t'écouter. prendre la parole rapidement, oui, Très merci. bien. En fait, c'est une formation, un livre de Stephen Covey qui s'appelle Les 7 habitudes des gens très effectifs, en anglais 7 Habits of Highly Effective People, où il explique qu'il y a plusieurs niveaux, 7 habitudes, et donc plusieurs niveaux. Au début, on atteint la victoire privée, donc c'est la dépendance. Puis, on arrive sur la victoire publique, qui est l'indépendance. Et l'état final, jusqu'à la 7e habitude, nous permet d'atteindre l'interdépendance où on a tous besoin les uns des autres pour réussir. Et donc, c'est les situations gagnant-gagnant, win-win. Voilà. Donc, je recommande très fortement aussi ce livre et cette formation pour ceux qui ont l'opportunité de l'avoir. Merci Sabrina pour cet apport très pertinent, très, très à propos. Alors, un message d'Alain qui nous dit « Le monde industriel que j'ai vécu, c'est Legoland ». Sans jeu de mots, Lego, hein, land. Donc, peut-on s'y épanouir en mode de leadership serviteur? Non, malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas dans les grands groupes. On peut dans des PME, donc PMI, petites et moyennes industries. Dans les très grands groupes industriels que je connais très, très bien, moi, j'ai porté des programmes de leaders au féminin pour des groupes du CAC qui voulaient plus de femmes à des postes vraiment clés, quoi, hein, des postes COMEX ou juste dessous. Et en fait, les leaders au féminin très authentiques en mode leader-serviteur, je suis jamais arrivée à les recruter. Et une boîte où j'en ai recruté une, je me suis dit, yes, j'y suis arrivée. Et en fait, une fois en poste, elle s'est fait savonner le plancher. Donc, malheureusement, je vous confesse que je ne crois pas aujourd'hui qu'on puisse être leader-serviteur dans les groupes du CAC, les groupes du CAC 40. Je ne connais pas en tout cas. Par contre, 5% de ces boîtes qui ont ce mode sont des structures à taille humaine. Ça peut être des grosses structures, mais ce n'est pas des très grands groupes. Alors, une remarque de Quentin qui dit « Dans mon entourage professionnel, on est quelques-uns à fonctionner comme ça. La plupart, ce sont des jeunes. Est-ce qu'il y a d'ailleurs un lien entre les générations sur ce mode de fonctionnement du leader-serviteur ? Voilà, l'entreprise n'est pas mature à ce niveau-là et je crois que tu l'as confirmé à plusieurs reprises, Solène. Mais est-ce qu'il y a un fossé, un écart, un gap générationnel sur ce mode de pensée? Merci Michel. Qui pose cette question? C'est Quentin. C'est Quentin. Merci Quentin pour cette très jolie question. Mes convictions sur le sujet, c'est que la nouvelle génération est beaucoup plus en prise, incarne beaucoup plus ses valeurs, mais ce n'est pas pour autant générationnel. Il y a plein de gens, des quinquas qui ont ces valeurs-là et c'est pratique. Simplement, c'est les nouvelles valeurs de notre époque. Hein. Et quand on a vécu pendant 40, 50, 60 ans dans un système avec des valeurs du nouveau monde, mais qu'on vient de ce vieux monde avec ses vieux réflexes, ses comportements d'emprise, eh bien, on n'a pas pu forcément rendre manifeste ces valeurs, mettre en pratique ces valeurs. Donc, on s'est conformé
à des pratiques qui pouvaient être éloignées de celles qui nous tenaient à cœur ou celles que nous avions dans des registres privés. Par contre, les jeunes qui arrivent sur le marché, il y a une candeur nouvelle et ils ont grandi avec ces valeurs d'équité, de respect. Donc, la compréhension de l'altérité, de l'autre qui diffère de moi, mais qui m'enrichit plus qu'il m'appauvrit, ils sont vraiment là-dedans. Donc, c'est vrai qu'il est plus facile de faire valoir ces valeurs, de les mettre en pratique quand on est un jeune diplômé que quand on a des décennies d'expérience professionnelle. Et pour autant, ces valeurs peuvent être partagées quels que soient les âges. Et sur ta remarque, Quentin, sur le fait que vous vous reconnaissez dans un petit groupe de ton entreprise, ça, c'est intéressant, effectivement, d'arriver à constituer une communauté un peu de hackers des organisations où on se relie parce qu'on partage des mêmes pratiques, une même vision plus humaniste et un même désir chevillé aux cordes de faire bouger les lignes, de faire bouger les codes et donc d'organiser un petit collectif de hackers en disant non seulement on se reconnaît et c'est sympa d'avoir ces bouffées d'oxygène ensemble, mais en plus peut-être qu'on peut s'entraider pour faire bouger les codes de l'entreprise. Je pense à une structure de conseil qui s'appelle Infusio, IMFUSIO, qui a créé une petite communauté de hackers et qui accompagne les entreprises dans cette logique-là. Je pense aussi à la communauté des 100 barbares sur Facebook qui rassemble des femmes et des hommes qui veulent vraiment hacker les entreprises de l'intérieur. Et je pense aussi à la communauté Éclore que je porte où on se relie pour avoir des moments de régénération, pour s'entraider sans avoir d'action concrète dans nos organisations respectives. Déjà, de se relier à des personnes qui ont la même vision, qui ressentent pareil, ça fait du bien. Pour réagir D'autres questions? Pour réagir à ça, moi, je voulais savoir, dans ce que vous avez vu auparavant, le changement du modèle égo au modèle éco, est-ce qu'il est principalement venu des directeurs, des dirigeants? Ou est-ce que, parce que moi, par exemple, moi, je viens juste de commencer ma carrière, donc je suis dans des postes juniors, et c'est vrai que j'aime bien travailler dans des grandes entreprises, mais c'est vrai que le modèle égo, j'ai un peu de mal, c'est vrai, et je me demande comment, en tant que junior, on peut faire avancer les choses. Et est-ce que ça vient uniquement des dirigeants, ce changement de modèle? Alors, j'ai en tête, par exemple, la société Poult, P-O-U-L-T, qui fait des biscuits, ou la société Chronoflex, ou encore aujourd'hui la société Agronutrice, qui sont des sociétés sur ces modèles éco. Ils y sont parce qu'il y a un dirigeant qui est emblématique, qui est visionnaire, un ou un binôme d'ailleurs, et qui est vraiment un projet presque politique. Hein. On va fonctionner différemment tous ensemble. Donc, c'est souvent insufflé par le haut parce que jusqu'à présent, les boîtes étaient dirigées par la tête et par le haut. Après, il y a des statuts différents d'entreprise, des coopératives, des SIC, des associations, où là, dans le mode de fonctionnement de l'entreprise, le collectif est au cœur. Et donc, les changements peuvent se faire aussi par les collectifs. Alors, je réfléchis à des noms de boîtes, des associations, parce que finalement, il y a des petits projets, mais est-ce qu'il y a des gros projets qui ont très bien fonctionné comme ça? Là, j'en ai pas spontanément en tête. Ce qui est certain, c'est que si le dirigeant ne souhaite pas aller dans cette direction, s'il n'y a pas au moins le consentement du dirigeant, on ne peut pas y aller. C'est verrouillé, en fait. C'est vraiment verrouillé. Donc, il faut soit que le dirigeant ou les dirigeantes ou l'instance dirigeante soit convaincu et porte le projet de transformation, soit qu'il soit au moins consentant à l'expérimentation. Après, je vous invite à regarder le documentaire de Martin Messonnier sur le bonheur au travail. On doit le trouver en libre accès, en replay. Martin Messonnier, qui allait interviewer des organisations éco, qu'on appelle organisations libérées ou organisations opales. Et on voit aussi que certaines entreprises qui ont souhaité aller pleinement sur des pratiques d'écologie relationnelle ont subi des épreuves parce que les collaborateurs eux-mêmes n'étaient pas encore prêts
à être dans ce mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'il faut lâcher de tous les côtés. Le dirigeant doit lâcher son désir d'emprise sur, son désir de maîtrise, mais le collaborateur doit aussi lâcher sur le désir d'avoir un poste clair, stable, voilà, pour être dans des logiques beaucoup plus de co-construction. Donc, passer du monde égo au monde éco implique un lâcher-prise de toutes les parties prenantes. Alors, une remarque d'André qui nous dit il y a certaines biocoop qui fonctionnent sur le modèle de l'holacratie. Est-ce que on est proche ou quelles sont les différences? On est pile dedans. Holacratie, on est pile dedans. En fait, il y a différentes écoles, donc on peut mettre différents mots. Mais l'holacratie, on est complètement sur ce modèle éco. En fait, le modèle éco, c'est des leaders serviteurs et des nouvelles modalités de relation où on fait vraiment dans le respect de la différence et non dans des rapports de domination. Et ça peut se traduire par tout un tas de typologies et de définitions différentes. Et merci pour la référence Biocoop. Effectivement, si d'ailleurs vous allez faire des courses dans les magasins bio, la référence c'est Biocoop parce que c'est bio à la fois pour les produits, leur sourcing de produits, mais ils sont aussi bio au travail. Hein. Il y a un vrai partage du pouvoir. Ce qu'on peut faire, on peut vendre des légumes bio et être dans des rapports de domination et servir l'actionnaire. Hein. Biocoop, c'est la bonne référence. Merci. Alors, une question de Sabrina qui vit au Royaume-Uni et qui nous dit est-ce que ce phénomène de changement vers l'éco, il est purement franco-français ou alors est-ce que les pays anglo-saxons sont plus ouverts à ce type de sujet? C'est un mouvement qui est planétaire, qui se traduit avec des couleurs différentes en fonction des cultures, des pays. Moi, je lis un petit peu ce qui se passe à l'étranger, mais mon expertise, elle est sur le territoire français et en francophonie. Je ne sais pas ce qui se passe aux États-Unis, hormis 3 articles que j'ai lus. Donc, je ne saurais pas répondre très précisément. Ma granularité est pas assez fine. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a un grand reset mondial. Cette question du sens, on l'entend partout, même dans les pays en développement. Enfin, en développement, d'ailleurs, je ne sais même pas si le terme serait le bon, mais même dans des pays qui n'ont pas des économies qui permettent de vivre dans l'abondance. Il y a la question du sens, il y a la question de vouloir du pouvoir sur sa vie, de choisir son travail. Donc ça, c'est une nouvelle conscience planétaire. On sort d'une inconscience des liens d'interdépendance pour aller sur une conscience qu'on est tous interdépendants, que si on prend pas soin de la Terre, c'est seulement l'espèce humaine qui va péricliter, et pourquoi pas, hein, ça peut être un scénario. Si on veut effectivement nos enfants et petits-enfants s'épanouissent sur cette Terre, on n'a plus le choix. On doit faire le choix de l'interdépendance, du respect, de l'harmonie, de la coopération et y aller avec une certaine fermeté. Hein. Moi, il y a un truc que je ressens, c'est assez personnel, mais ça fait des années que je travaille sur ces sujets, que j'accompagne des dirigeants de ces boîtes-là, c'était fait avec une logique un petit peu d'expérimentation. À des endroits, c'était un peu mou. Aujourd'hui, en fait, je sens qu'il y a une vraie fermeté. Il y a, de toute façon, on y va et on n'a pas le choix. Et on y va parce que ça nous fait envie, mais on y va parce qu'il y a un impératif. D'ailleurs, dans les travaux de Greenleaf sur le leadership serviteur, il parle de l'impératif kantien, l'impératif catégorique. C'est à un endroit, on est au service de cet impératif catégorique. Et l'impératif catégorique, c'est qu'on met au centre ce qui est vivant, quoi. On est au service de l'économie du vivant, on est au service des relations vivantes. Donc, si je suis en entretien et qu'en face de moi, j'ai un candidat qui sort des preuves personnelles, que je sens pas bien, je vais stopper l'entretien, dire OK, là je sens que c'est quelque chose de dur. Qu'est-ce qui est vivant en toi? Donc, le vivant est au centre. J'ai envie de vous raconter une anecdote. J'étais avec un dirigeant et sa DRH, donc pour un client. On faisait un point de mission. Et je sens que le dirigeant est pas bien. Et je sens qu'il est pas avec nous, qu'il est préoccupé. C'est pas une qualité, il n'y a pas une grande qualité de réunion. Et en fait, ce ressenti était tellement fort. À un moment, j'ai dit écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là. Je sens que peu importe son prénom, on va l'appeler Robert. Robert, je sens que
que tu n'es pas, que t'es pas avec nous là. Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se passe? Et on a fait une petite pause et il nous a partagé qu'il était en train de divorcer, que là aujourd'hui c'était compliqué. En fait, on a pris 5 minutes pour qu'il dépose là ce qui était vivant. Et après, on a repris la réunion. On était super efficace. Une remarque d'Émilie, question d'Émilie qui dit, est-ce que la grande démission dont on entend parler régulièrement en ce moment, est-ce que c'est symptomatique de cette prise de conscience? Alors, de là où je suis, c'est évident. La grande démission, c'est la démission d'un système qui tue pour aller sur un système qui crée le vivant. Donc oui, démissionnons tous des environnements qui sont maltraitants, qui ne fonctionnent pas en conscience, qui ne fonctionnent pas en accord avec le vivant. Démissionnons de ces systèmes-là pour nous brancher sur d'autres missions, pour embrasser une logique beaucoup plus missionnaire. Et je me permets de m'exprimer avec une certaine conviction, parce que je sais qu'on est en petit groupe ici et que si on est ensemble dans ce webinaire, c'est parce que vous avez senti qu'on avait des choses à partager. Nous sommes sur une même longueur de fréquence, c'est évident. Donc là, j'ai vraiment envie de vous inviter, si vous ne l'avez pas déjà fait, à lâcher ce monde de l'ego et de la peur, oser pleinement le monde de l'écho, pleinement le monde du vivant. Cette bascule, elle est difficile. Elle ne se fait pas sans souffrance. Hein. C'est des épreuves, c'est des burn-out, c'est des peurs de manquer, c'est des peurs de ne pas retrouver de job, c'est des peurs de ne pas recruter les bons talents quand on est en poste et qu'on est dans ce type de boîte. C'est plein de choses. Mais là, c'est l'heure. C'est l'heure de la grande démission des humains qui exploitent et sont exploités pour aller vers l'heure d'une nouvelle humanité. En fait, c'est le vœu des Lumières. Hein, le vœu des Lumières, qu'on soit des êtres de raison et de sensibilité pour agir avec lucidité. L'étymologie de lucide, c'est la lumière. Hein. Agissons de manière lucide. L'ego ne nous permet pas d'être dans la lumière. L'ego, c'est une boîte noire dont nous avons besoin. Attention, hein, l'idée, c'est pas de jeter l'ego, mais on a besoin de l'ego, mais l'ego est au service de la lumière et pas l'inverse. Le monde de l'amour. Merci, André. Merci, André. André, tu veux nous prendre la parole une minute sur ce que tu écris? Parce que c'est beau. Oui. J'ai fait pas mal de stages sur l'amour et sur la peur, en fait, puisque sur la peur, en fait, dans les relations. Et c'est là que j'ai découvert, où on m'a dit que le contraire de la peur, c'était l'amour. Et c'est vraiment ça, en fait. Alors, l'amour dans l'entreprise, c'est peut-être un peu osé, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment le contraire de la peur, c'est l'amour, quoi. L'amour des autres. La volonté de contribuer. Oui, et en fait, on peut traduire le mot amour dans l'entreprise parce qu'il est assez fort. Il a été confisqué par les relations privées, amoureuses, érotiques. Mais sortons l'amour de cette petite boîte qui est le couple pour aller sur une société d'amour. Alors, la traduction dans le pacte républicain de l'amour, ça s'appelle la fraternité. Qu'on pourrait appeler adelphité d'ailleurs. Hein. La fraternité, c'est une société de frères. Je suis assez convaincue qu'il faut quand même que les sœurs aient leur place à côté des frères, sinon on est un peu bancal sur une jambe. Donc allons vers une société de sœurs et frères, une société fraternelle et sorore, une société d'adelphité. Mais les autres mots de l'amour, c'est le respect, c'est la compassion dans un registre un petit peu plus éthéré. Et là, il y a des traductions du mot amour. Alors, Éléonore rebondit là-dessus en disant que c'est également le cœur de la communication non violente. L'amour? Oui, l'amour opposé à la peur, en fait. Hein, c'est ça qu'on veut dire, j'imagine. Alors, je rebondis aussi sur une question de Delphine, qui travaille certainement dans une entreprise très traditionnelle et qui nous dit: est-ce que cette bascule de changement, les 5% d'entreprises et les 10% de salariés qui souhaitent aller vers ce nouveau 100%. mode leader-serviteur, est-ce que c'est nécessairement incompatible avec une organisation classique, hiérarchique, telle qu'on peut la connaître? C'est absolument pas incompatible. Non, absolument pas. On a besoin d'organisation, une hiérarchie, évidemment. C'est plutôt ce qui caractérise l'ego, c'est pas juste une hiérarchie, c'est des rapports de domination qui structurent la hiérarchie.
hein. C'est ça qui caractérise. Donc, si on est sur des hiérarchies vivantes, des hiérarchies qui peuvent bouger, des hiérarchies qui sont toi qui es dans la pyramide en dessous, en fait, tu es à côté ou tu peux être au-dessus. Ou... Voilà, ce qui compte, c'est d'être dans des organisations vivantes, permacoles, qui peuvent être hiérarchisées, mais sont des hiérarchies naturelles. C'est-à-dire que je me soumets pas à ton autorité. Je m'incline devant ton autorité. Hein. C'est passer de la soumission, c'est joli ça d'ailleurs, ça, je ressens ça là, passer de la soumission, je me soumets parce que tu es mon chef, à je reconnais ton autorité, je me fie à toi, je te fais confiance, je marche dans tes pas. Donc, on peut être dans une organisation hiérarchique. Alors après, une autre question de Claudia Andrea, que j'ai un petit peu de mal à reformuler. Pour pouvoir aller dans la direction du nouveau mode de management, je pense que nous avons besoin de trouver l'intérêt économique derrière le fonctionnement des entreprises pour attribuer vraiment le pouvoir aux leaders Bien sûr. légitimes par leurs expertises, etc. Voilà. Bien sûr. En fait, les deux. Je pense à la directrice de la RSE de LVMH avec qui je fais une conférence bientôt, une conférence sur réécrire l'avenir. Et elle me disait, Solène, vous voyez, en fait, la logique environnementale soutient la logique économique. C'est-à-dire qu'en étant plus vertueux dans notre sourcing, dans notre logistique, à plein d'endroits, ça permet de faire des économies aussi, de réduire des coûts, d'être dans… Voilà, donc elle me donnait plein d'exemples où les deux allaient de pair. Mais soyons honnêtes, il y a plein d'endroits où ça ne va pas de pair. Il y a plein d'endroits où il faut aller sur un investissement plus long terme. Sur le court terme, économiquement, ça ne sera pas vrai. Donc, moi, ma conviction profonde, c'est que il faut que globalement, il y ait une rentabilité, parce que c'est peut-être pas la raison d'être de l'entreprise, mais c'est sa raison économique. Et en plus, donc il y a besoin d'une rentabilité globale et il y a besoin de conviction pour se dire, bah, à tel endroit, ça sera moins rentable, mais globalement, l'équation reste rentable, donc ça va. Et là, on fait le pari du long terme, de l'investissement, de perdre de l'argent. Donc, c'est une question d'équilibre global. Évidemment, on n'ira pas dans ce nouveau monde sans ce socle économique. Hein. Le problème, ce n'est pas l'économique. Le problème, c'est que ça soit la finalité. Voilà. Le problème, c'est que ça devienne, c'est même pas l'économique, la finalité, c'est le financier. Voilà, ça c'est problématique. Récemment, je déjeunais avec Alain Cogent, qui est le fondateur des restaurants Cogent. Il travaillait pour un grand groupe de fast-food. Il voulait plus de sens. Il avait une idée. Il avait envie de créer une marque de restauration avec des bons produits bons pour la terre, bons pour l'humain, et de faire travailler des personnes qui avaient du cœur et qui pouvaient être éloignées de l'emploi. Donc, c'était très vertueux. Il a créé les restaurants Cogent et en fait, il l'a fait avec tellement de cœur et d'alignement et d'audace que ça a cartonné. Donc, il a levé des fonds, il a intégré des actionnaires, il s'est développé. Et à un moment, son actionnaire lui dit « Écoute, Alain, faut aller plus vite là. Tu crées 3 restos par an, bah, faut en créer 10. » Et il répond « Mais moi, je peux pas, je fais parce que c'est des rencontres, c'est organique, je veux pas casser en fait le fonctionnement. » La boîte était très rentable, mais il a dû quitter son poste de capitaine et lâcher ses actions parce qu'il rentrait en tension avec ses actionnaires. Je vous invite à lire son ouvrage « Nourriture céleste » qui est très beau, Alain Cogent. Et il y a quand même un endroit où il y a un parti pris à prendre. C'est-à-dire que si aux manettes, on a des mercenaires ou actionnaires à vue courte, eh bien, quand il y a des tensions entre l'économique et le social, l'environnemental, l'humain, eh ben, on sait ce qui va gagner, c'est l'économique. Donc, il faut que ce soit rentable, évidemment, mais dans une logique globale long terme et la rentabilité, elle est au service d'externalités positives. Asimov, oui. Asimov était un précurseur, je lis. Tout à fait. Je connais peu l'histoire, mais c'est un nom qui est revenu quelques fois. Si André, tu as des éléments à raconter, tu peux. En fait, je dis ça parce que dans le roman d'Asimov, en fait, qui raconte l'histoire de l'Empire, qui est extrêmement grand et qui s'effondre
comme en fait l'Empire romain. Des gens ont l'idée de créer une fondation pour justement faire que la période, le Moyen-Âge en fait, qui va s'en suivre soit le plus bref possible. Et je pense que dans ce contexte, les petites entreprises dont vous parliez sont des fondations qui vont nous permettre de faire face à la désintégration des grands groupes. Moi, j'ai travaillé dans des groupes énormes et qui s'effondrent parce que les gens ne veulent plus travailler et qu'elles sont dépassées en termes de gouvernance. Et je crois beaucoup d'entreprises qui attirent en fait les talents et qui vont vider en fait les gros groupes de leurs talents et donc précipiter la désintégration de ces mammouths, quoi. Ouais, merci de cet apport. Très juste. Voilà, donc est-ce que devenir société à mission permet d'être un garde-fou pour protéger l'âme de l'entreprise et éviter la situation rencontrée par Alain Cogent? Nous pose la question Émilie. Non, malheureusement, pas du tout. Vous pouvez être Bicorp, entreprise à mission. Il y a plein de boîtes qui ont des labels ou qui sont entreprises à mission et qui sont aussi des machines à cash. Donc, non, malheureusement, non. Disons que c'est un premier pas. En fait, c'est comme désirer opérer une transition environnementale en disant il suffit de diminuer notre bilan carbone. Ben non, il y a plein d'autres critères qui sont essentiels dans la transition environnementale. Si vous diminuez l'empreinte carbone et que les sols sont plus fertiles, on aura les mêmes impasses écologiques. C'est pareil, être entreprise à mission ou Bicorp, ça protège à certains endroits, mais c'est pas un garde-fou, malheureusement. Du premier livre que vous nous avez suggéré, peut-être Reinventing Organization de Laloux. Je crois que c'est ça le premier ouvrage que j'ai mentionné. Oui, je crois, parce que tu l'as cité à au moins 2 ou 3 reprises, Solène. Ouais. Je pense que c'est celui-ci. Je vois que l'heure tourne. Un autre de Rousseau. Ok, j'ai envie de vous proposer un temps de déclusion tous ensemble. On reprend une grande respiration. Voilà, avec tout ce que nous venons de partager. Avec quoi je suis ici maintenant? C'est quoi mon désir, mon besoin, ma question? Avec quoi j'ai envie de poursuivre ce temps de partage? Ah, la métamorphose. Métamorphose, éloge de la métamorphose, Alain de Vulipian. Voilà, je vous propose soit de prendre le micro, soit de l'écrire en une phrase. Question, désir, envie, besoin, peur. Émilie nous dit merci d'avoir arrosé la petite graine en moi. Je vais inviter vraiment chacun et chacune à partager au moins un mot. Voilà, une phrase ou au moins juste un mot. Un ressenti, même négatif d'ailleurs. Peut-être que ce temps de partage, un endroit où vous dites moi j'y crois pas, je suis dubitatif, ma réalité au quotidien est très loin de tout ça. En fait, peu importe ce qui est là pour vous, juste qu'on puisse collectivement avoir l'information. Donc, on a trouvé mon sens. Juste avant, on avait s'écouter, se faire confiance, le respect des autres et de la nature. C'est beau de pouvoir rêver malgré tout. Merci Solène d'avoir exprimé ce que je n'arrivais à exprimer avant.
Je suis alignée avec l'état d'esprit. Envie de mettre en œuvre ces principes. Alignement avec mes valeurs. Envie viscérale de contribuer plus fort à cette bascule, avec un besoin renforcé aujourd'hui de me mettre en lien, peut-être en rejoignant la communauté Éclore. Éléonore, bienvenue. Il faudrait tous mieux se connaître et oser affirmer ses convictions ainsi. +1 avec le commentaire de Sabrina. Je ne sais plus ce que Sabrina nous disait. C'est Plio. Michel, si tu veux retrouver le commentaire de Sabrina. Alors, le commentaire de Sabrina, touk touk touk. Bon, Simplement rester soi-même et assumer ses convictions, Jérôme. Quentin, c'est rassurant. Plus, Solène. Je sais pas, ça veut dire quoi le plus? C'est plus rassurant. Merci Solène, on se sent moins seul. voilà. +1. Plein d'énergie, mis des mots sur ce que j'avais en moi pour mon projet de création d'entreprise. Ah, c'est bien, parce que ça veut dire qu'on démarre sur des bases plus partageuses. Delphine, me conforte dans le choix que j'ai fait de quitter mon ancienne entreprise, mais ce ne sera sans doute pas facile pour la suite. Sauter et le filet apparaîtra, Émilie. Oui, à condition d'être prêt quand même. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de partager avec vous. Moi, j'ai mis des années avant de sauter, vraiment sans parachute. Et c'était le moment où j'étais prête. Enfin, ça s'est pas fait que facilement d'ailleurs, mais en fait, aujourd'hui, il y a une abondance, une fluidité. Il y a aussi beaucoup de personnes qui franchissent le pas en réaction à un environnement qui leur convient plus. Et l'enjeu, c'est d'arriver à franchir le pas avec amour. Le faire pas contre ce qu'on a vécu ou ce qu'on a observé, mais le faire vraiment pour, avec un grand oui, en ayant développé les compétences, des aptitudes, un réseau. Donc, c'est à faire avec discernement. Voilà, il n'y a pas un modèle, évidemment, ou une voie toute tracée, mais ça demande du discernement, du travail. Maxime, booster dans l'engagement associatif pour faire évoluer nos organisations et le monde de l'entreprise. Nathalie, un équilibre parfait, Sabrina a dit. Merci Solène d'avoir exprimé ce que je n'arrivais à exprimer avant. Je suis alignée avec l'état d'esprit. Isabelle, je me reconnais bien dans vos propos, mais le monde de l'entreprise n'aime pas encore ces profils. Non, le monde de l'entreprise classique n'aime pas du tout ces profils, c'est sûr. Mais on doit faire bouger ce monde de l'entreprise. Et quand on est comme vous, bien diplômé, avec je ne connais pas vos parcours, mais je peux les imaginer, on a une responsabilité de faire bouger les collectifs de travail. Isabelle, on l'a dit, Sabrina en accord un, ça me donne Yamia, ça me donne quelques idées pour la culture d'entreprise que j'ai envie de donner à ma start-up. Superbe. Beaucoup de travail à faire pour nos générations afin de faciliter le progrès sur cette direction de société alignée avec nos cœurs. Merci Claudia. André, rassuré et joyeux d'être en bonne compagnie et de sentir tant d'enthousiasme. Merci pour vos partages. J'ai envie aussi de vous proposer un petit cadeau pour vous qui êtes là aujourd'hui. Si vous sentez que vous êtes vraiment en questionnement existentiel, vous avez besoin d'être mis en relation avec les bonnes personnes pour vos projets, moi, je rencontre tous les matins une personne en exploration. Donc, je serais ravie de partager un café avec vous. Voilà, si ça vous appelle. Michel vous donnera mon mail. Petite page aussi sur des beaux recrutements là, que j'ai. Je vais en parler très rapidement. Michel en verra peut-être une annonce ou deux. Je cherche le directeur d'une BI recyclage, qui est une nouvelle activité recyclage qui se crée pour un beau groupe industriel, une ETI mondiale, très jolie ETI. Donc, on cherche quelqu'un, femme, homme, qui viennent du monde du recyclage et qui a envie de créer une activité de recyclage. Là, je lance un poste de directeur plaidoyer prospectif pour une très jolie fondation. Je cherche un associé pour un petit cabinet conseil en innovative stratégie. On cherche un associé, ce qui est rare, c'est une aventure qui démarre. On cherche un profil conseil en sustainability qui voudrait être entrepreneur. Voilà pour des sujets sympathiques qui peuvent peut-être intéresser certains d'entre vous. Le poste BI Recyclage, il est à Strasbourg et il faut parler bien anglais parce qu'il faut construire le business à l'international. Voilà, on vous adressera ces offres que Solène et son cabinet vont nous faire parvenir.
Tu pourrais peut-être dire aussi 2 mots sur Éclore, peut-être, Solène, parce que c'est tout à fait en lien avec les valeurs que tu as développées et c'est aussi une manière d'aller plus loin au fil D'accord. du jour. Ok, volontiers. Écoutez, Éclore, en fait, c'est un collectif de ce qu'on appelle de créatifs culturels, donc des femmes et des hommes qui sont sensibles, très ouverts à l'altérité et qui ont le désir d'incarner un nouveau mode de société. On est à peu près 3000. On se rassemble dans des événements, essentiellement à Paris, quelquefois Toulouse, Nantes, Lyon. Et on organise des événements. Alors d'abord, la première vocation de l'association, c'est de se relier pour être moins seul, pour partager, pour s'entraider. On est en train de créer une très jolie Talentech, donc un annuaire où on aura tous les profils et donc des gens très divers, mais qui partagent un socle de valeurs humanistes et le désir d'incarner ces valeurs. Donc, on se relie et puis on crée ensemble, on expérimente des nouvelles pratiques collectives, on crée des événements impact. On a créé plus de 300 événements. Les plus emblématiques, c'est le Festival Éclore, par exemple à l'Hôtel de Ville de Paris sur les défis humanistes des dirigeants ou à la Villette sur l'emploi des personnes atypiques ou encore la scène Debout citoyenne, 100 femmes sur scène change d'une scène sans femmes. Voilà, donc on va créer, on est des créateurs de culture. Très Et bien. bienvenue pour ceux et celles qui sont plutôt en résonance avec ce que je viens de vous partager. Ce soir encore, on a une réunion autour d'une autrice, Nadalette de La Fonta, qui nous présente son livre C'est à Paris. Donc, si vous voulez des infos ou nous rejoindre sur notre site ou sur l'adresse solène@éclore.fr. Voilà, je propose qu'on clôture. Peut-être Michel, Il n'y a tu as un plus de petit… questions, il n'y a plus de questions dans le chat, donc on peut clôturer et pour te laisser le mot de la fin, Solène. Le mot de la fin. Écoutez, ce mois-ci, avec Éclore, notre thématique, c'est le rêve et persévérer dans nos rêves. Un autre monde est possible et la première chose, c'est qu'il faut y croire. Voilà. Si on n'y croit pas, si on n'a pas la foi, on n'y arrivera pas. Donc, cultivons cette foi, cultivons ce rêve. Souvent, on passe pour des bisounours quand on a des rêves. Non, mais si on n'a pas d'abord des rêves, une foi en un autre monde possible, on ne peut pas y arriver. Et ça, c'est vrai si vous cherchez un job, si vous montez votre boîte, si vous devez recruter des milliers de personnes, quelle que soit votre position là aujourd'hui, c'est quoi votre rêve? Au service de quoi voulez-vous mettre? Comment vous cultivez ce leadership serviteur? Voilà. Donc, c'est mon mot de la fin, c'est profondément croire en ses rêves, en ce qui nous fait vibrer et pas lâcher. Persévérer, persévérer, persévérer avec amour sans être dans la force, mais persévérer. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un chemin où j'ai trouvé de l'influence et de la résonance, où j'ai pu développer un beau réseau sur LinkedIn, où j'étais top 3 des influenceuses, des choses assez sympas. Et en fait, il n'y a qu'une chose que j'ai toujours suivie, c'est mes rêves. Voilà, donc c'est ça que j'ai envie de partager. C'est un très, très joli mot. Merci beaucoup, Solène. Merci à tous d'avoir participé parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de participation et ça, c'est super sympa. Donc, merci à vous d'être venus, d'avoir écouté, d'avoir partagé. Et puis, écoutez, bon après-midi et à très bientôt pour d'autres événements. Merci Solène et à tout bientôt. Je crois que les remerciements arrivent dans le chat de façon très nourrie. Voilà. J'ai une demande. Est-ce qu'on peut tous se mettre en mosaïque? Donc, on voit tous les visages sur notre écran et on met sa caméra. OK, on met sa caméra. Super. Voilà. Et on se dit bonjour, au revoir. Bonjour, au voilà. revoir. On se voit, il y a des visages. Bientôt. Magnifique. Merci à vous d'être présents. Merci infiniment. J'ai oublié de dire merci à Michel, qui est une femme que voilà, on se connaît depuis des années, que j'aime. Et merci Michel d'avoir eu d'avoir suivi cette envie de reprendre contact avec moi et d'offrir ce beau moment de. Je ne sais pas s'il y a de la résonance pour tout le monde, mais pour moi oui, de vous voir là, d'être avec vous. Donc merci. Tout le monde a activé sa caméra, donc je crois que c'est la meilleure résonance qui soit. Voilà. Bon appétit à ceux qui n'ont pas déjeuné encore. À bientôt.
Et bah, écoutez, on reste en lien, hein. LinkedIn est là pour ça, hein. Alors, à très bientôt. Bonne fin de Merci journée. beaucoup. Au Merci. revoir. Au revoir.